Bonjour à toutes et à tous. Bon, mais je n'ai pas pu, pour des raisons personnelles, être parmi vous à Bordeaux, mais je tenais à honorer cette très belle invitation à venir vous parler de narration spéculative. Alors évidemment, bon, il va manquer la part cruciale qui serait les interactions qu'on aurait pu avoir, mais voilà, comme ça, j'ouvre un dialogue avec vous et je vais un peu parcourir ce qui m'habite dans cette notion que je retiens comme nécessaire aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, comme à mon habitude, je vais parcourir une série de phrases qui vont nous aider à cerner cette notion et à, je pense, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'idée d'un outillage actif, ou comme j'ai l'habitude de le dire avec mes étudiants et étudiantes, la création de fantômes actifs qui viennent habiter nos manières de faire et nos manières de penser. Bien qu'il n'y ait pas de distinction entre faire et penser, je pense. Donc voilà, je vais commencer par une phrase qui est une phrase de l'écrivain D.H. Lawrence, une phrase plus ou moins, c'est l'ouverture de L'amant de Lady Chatterley, et donc ça a plus d'un siècle. Époque essentiellement tragique que la nôtre, aussi refusons-nous de la prendre au tragique. Le cataclysme a eu lieu, nous sommes parmi les ruines, nous nous mettons à construire des petits logis neufs, à entretenir des petits espoirs neufs. C'est une tâche assez rude, l'avenir ne comporte plus de voies d'accès faciles, mais nous contournons les obstacles ou nous les escaladons. Il nous faut vivre en dépit de tous les ciels qui se sont écroulés. Et j'aime commencer avec cette phrase parce qu'elle contient une série de choses qui me semblent essentielles par rapport à la narration spéculative, mais aussi parce que je pense que cette sensation de vivre dans les ruines est une sensation plus ancienne qu'on ne le croit. Ici, le texte a un siècle, et certainement une sensation plus ancienne si on la considère dans l'étendue de notre vaste monde, c'est-à-dire hors Occident. Et évidemment, plusieurs anthropologues, dont Vivero de Castro, ont déjà démontré que plein d'autres mondes, plein d'autres peuples ont déjà subi la fin du monde, et que c'est évidemment une vision très occidentale de penser que c'est aujourd'hui que nous vivons dans les ruines. Et donc ces actes de résistance nous travaillent depuis longtemps. Et ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est que Lawrence nous dit que nous sommes déjà parmi les ruines en 1900, mais ce qui m'intéresse, c'est l'idée qu'il faut construire des petits logis neufs et entretenir des petits espoirs neufs. C'est une tâche assez rude, nous dit-il, mais ce qui m'intéresse, c'est le changement d'échelle et la nécessité dans notre monde asphyxié de changer d'échelle et donc de garder en tête le petit logis neuf et les petits espoirs neufs. Et je pourrais mettre en parallèle une phrase plus contemporaine d'un groupe qui me tient à cœur, le groupe de rap français PNL, que je considère faisant partie des plus grands écrivains français de notre époque.
Et on aurait peut-être ici une version déjà plus sombre, une version avec toute l'angoisse générationnelle qu'on peut imaginer. Je vis dans un rêve érotique où je parle peu mais je caresse le monde. Je meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe. Voici deux phrases qui me permettent d'ouvrir cette exploration de la narration spéculative. Et j'ai aujourd'hui l'habitude de dire, parce que bon, je me suis maintes fois exprimé sur la narration spéculative, que si on devait garder une seule phrase, une sorte d'haïku, pour éviter de penser que la narration spéculative est une nébuleuse ou qu'elle est difficile à cerner, je prendrais la phrase de Alfred North Whitehead, qui est un peu le philosophe qui a introduit de manière active la notion de spéculation en philosophie. Et cette phrase, c'est could be, pourrait être. Voici la manière la plus simple, mais aussi la plus intense de définir la narration spéculative. La narration spéculative serait la fabrication de could be's, la fabrication de pourrait être. Voici un peu notre tâche, à quoi pourraient ressembler les nouveaux petits logis, à quoi pourraient ressembler les nouveaux petits espoirs, la fabrication de pourrait être. Une autre version, une autre phrase assez simple et je pense qui peut nous éclairer sur cette notion est une phrase d'Isabelle Sengers, philosophe belge, donner un appétit de futur non tout à fait joué. Et donc ici, c'est vraiment cette notion de quelque chose qui n'est pas tout à fait joué, qu'on ressent comme fermé, qu'on ressent comme obscur, mais qui n'est pas tout à fait joué. Et dans le non tout à fait joué, nous devons y insérer des formes actives de résistance. Pour ce faire, il m'intéresse d'inscrire la narration spéculative que j'enseigne dans un master d'art dans une sorte de responsabilité de l'artiste. Et il me semble de plus en plus que la responsabilité de l'artiste est une responsabilité des formes, une responsabilité, une éthique de la forme, je pourrais dire, des formes. Et souvent, je fais un détour par une petite définition de l'art de Gilles Deleuze, qu'on retrouve dans Qu'est-ce que la philosophie? Alors évidemment, nous savons tous ici qu'il y a 3 millions de définitions de l'art et je ne tiens pas ici à imaginer que ce soit la seule ou la meilleure, mais c'est une définition qui me tient à cœur parce qu'elle me permet d'alimenter la nécessité de fabrication de formes pour incarner les could be's. Et donc il nous dit l'art est le langage des sensations, un composé de percepts et d'affects, un bloc de sensations qui tient lieu de langage. Et ici j'ai l'habitude de parler longtemps de cette phrase avec mes étudiants, mais ici je vais soulever ce qui m'importe, c'est que l'art est un langage des sensations, et comme je dis souvent, quand on fait de l'art, c'est la main qui pense, c'est le faire qui pense. Et donc l'art est un langage de sensations,
Et il rajoute, ces univers artistiques, ces êtres de sensation ne sont ni virtuels ni actuels, ils sont possibles. Le possible comme catégorie artistique. Il s'agit toujours de libérer la vie là où elle est prisonnière. Et ici, évidemment, c'est la notion de possible qui est essentielle par rapport à la narration spéculative que je vais retenir. On y reviendra par la suite, mais cette notion de possible est vraiment essentielle dans le geste spéculatif et en même temps n'est pas si évident que ça à comprendre. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour le décortiquer et réussir à le comprendre. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et alors une phrase qu'on a retrouvée aussi dans le programme de ce séminaire, qui est une phrase essentielle pour moi, toujours pour comprendre les puissances des récits, les puissances de la narration. Dis-moi comment tu racontes, je te dirai à la construction de quoi tu participes. Et ici, ce qui m'intéresse dans cette phrase d'Isabelle Stengers, qui écrivait qui est tiré d'un article où elle parlait de l'œuvre de Donna Haraway. Ce qui m'intéresse dans cette phrase, évidemment, c'est qu'il y a tout d'abord un comment, c'est-à-dire que nous allons nous intéresser aux manières de faire. Dis-moi comment tu racontes. Je te dirai à la construction de quoi tu participes. Donc, l'acte de raconter n'est pas un acte passif, mais est un acte qui construit le monde. Donc, en fonction de nos manières de raconter, nous participons à des constructions différentes de notre monde. Ici, une phrase de Ursula Le Guin, qui est une écrivaine féministe américaine de science-fiction, qui a écrit dans les années 70, 80, 90, et qui a fortement influencé en filigrane le travail de Donna Haraway et d'Isabelle Stengers, par exemple. S'opposer à quelque chose, c'est contribuer à son maintien. Il faut aller ailleurs, avoir un autre but, alors on marche sur une autre route. Ici, une notion intéressante dans notre construction de coup de bise, de pourrait être, c'est qu'il y a une réflexion sur les récits qui voudraient s'opposer à ce qu'ils combattent et qui, à force de s'y opposer, contribuent peut-être à leur maintien. Et je prendrai ici comme exemple le très bel ouvrage d'Isabelle Stengers qui s'appelle La sorcellerie capitaliste, où elle essaye de nous proposer une version du capitalisme comme une sorte de sortilège actif, de sorcellerie active qui nous empêche dans nos actions. Et ce qu'elle démontre dans ce livre, c'est que bien que nous ayons une très grande tradition de critique du capitalisme, nous n'avons pas réussi à le diminuer ou à le faire vaciller, voire même nous avons peut-être contribué à son maintien puisqu'il manquait une dimension propositionnelle par rapport à notre opposition. Et ici, il y a vraiment quelque chose de crucial dans la pensée spéculative. C'est non pas, je sais que je parle notamment à des Français et que généralement ça titille, donc non pas être contre la critique,
mais peut-être s'interroger sur l'aspect uniquement critique, voire même, comme a pu le dire Donna Haraway, est-ce que s'arrêter à la critique, donc je dis bien, il ne s'agit pas de ne pas critiquer, mais est-ce que s'arrêter à la critique ne serait pas un acte de fainéantise? Alors je vais peut-être un peu vite, parce que d'habitude je ressens quand même l'audience, ce que je n'ai pas ici, donc je m'en excuse, mais j'avais envie en tout cas de brasser avec vous une série de notions, et nous pourrons dans un deuxième temps imaginer des connexions, des moyens d'interagir pour ceux qui sont intéressés. Et ici, j'ai vu récemment dans un très chouette site que je suis, qui s'appelle Blast, ils ont une nouvelle émission consacrée à la science-fiction. Et j'ai regardé leur dernière émission, qui est mensuelle, je pense, qui s'appelle Reste-t-il de l'espoir? Que nous dit la science-fiction? Et là, j'ai été très interloqué parce que on se rend compte qu'ils ont travaillé une opposition qui est d'un côté la dystopie, donc le fait d'imaginer, de tirer les traits de tout ce qui ne va pas dans notre monde pour nous en alerter, type roman de Philippe Cadic, à l'utopie. Et il semble émettre une sorte d'impasse et de nécessité de passer à l'une à l'autre en oubliant le terme de spéculation. C'est-à-dire que le terme de spéculation, peut-être, pour moi en tout cas, répond à une façon de ne pas être dans cette alternative infernale, de ne pas être dans cette manière de ne pas trouver des prises sur notre monde réel. D'un côté la dystopie, de l'autre côté l'utopie. Et je pense que si on travaille le terme de spéculation, on se rend compte que la spéculation, contrairement à l'utopie, a un besoin d'ancrage dans le réel ici et maintenant. Et c'est peut-être ça qui va en faire la différence, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans un monde total qu'on ne va pas, pour lequel il va être difficile d'accéder, comme toute utopie, mais plutôt quelque chose avec un changement d'échelle où on va être concentré sur un va-et-vient entre le réel et nos spéculations. Et donc il me semble qu'il manquait là un terme essentiel qui est le terme de spéculation. Je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans la narration spéculative, dans la spéculation, et pour ce faire, je vais poser d'abord deux jalons historiques par rapport à cette notion, qui sont d'un côté le livre d'Henri Bergson, philosophe français, Les deux sources de la morale et de la religion, et le livre de Whitehead, philosophe anglais, Procès et réalité. On pourrait dire que ce sont deux en coche indélébiles si on veut parler de narration spéculative. D'un côté, Bergson, qui lui va plutôt parler de fabulation, et de l'autre côté, Whitehead, qui lui parle plutôt de spéculation. On va les utiliser dans ce cas-ci, bien qu'il y a certainement des subtilités philosophiques,
Mais dans ce cas-ci, on peut utiliser ces deux notions comme des synonymes, comme deux termes, en tout cas voisins qui se superposent. D'un côté, la fabulation et de l'autre côté, la spéculation. Et Bergson, lui, va utiliser la fonction de fabulation pour expliquer, un peu comme dans le pari pascalien, c'est une réflexion sur les croyances religieuses, donc il va parler de la nécessité de fabuler, et il y aura une reprise, on pourrait dire, laïcisante de Deleuze sur cette notion de fabulation qu'il va transformer comme un acte de résistance pour les plus faibles. Besoin de se fabuler un monde plus grand que ce qu'on a, ou en paraphrasant ce que fait Deleuze lui-même, Jean Rouch, le documentariste, l'extraordinaire documentariste français, être pris en flagrant délit de légender. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui nous a toujours énormément nourri dans notre master, à l'Ergue. C'est une phrase de Deleuze dans un des deux volumes qu'il consacre au cinéma, et c'est un chapitre où il travaille sur le cinéma du tiers-monde. Et donc il nous dit: ce qui s'oppose à la fiction, ce n'est pas le réel, ce n'est pas la vérité qui est toujours celle des maîtres ou des colonisateurs. Ce qui s'oppose à la fiction, c'est la fonction fabulatrice des pauvres, en tant qu'elle donne aux fous une puissance qui en fait une mémoire, une légende, un monstre. Et ici, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose un peu de contre-intuitif pour nous, c'est-à-dire que ce qui s'oppose à la fiction, ce n'est pas le réel, ce n'est pas la vérité, mais c'est la fonction fabulatrice. Et ici, il y a vraiment pour moi quelque chose d'essentiel, d'avoir placé la vérité, qui est un concept, on le sait, cher aux philosophes, mais qui ici va être détricoté, la vérité comme faisant partie, comme appartenant au maître ou au colonisateur, puisqu'il parle du cinéma du tiers-monde, et donc il va opposer la fiction à la fonction fabulatrice comme étant une manière de raconter qui est un acte de résistance, qui est quelque chose qui va nous donner de la puissance. On peut aussi reprendre une phrase ici de Vinciane Després, la philosophe belge. Fabuler n'est pas fictionner, c'est extirper des rêves de quoi nourrir le réel. Ici, encore une fois, on a cette opposition entre fabulation et fiction, et cette définition, extirper des rêves, de quoi nourrir le réel, et donc ce mouvement qui est extrêmement important dans l'idée de spéculation ou de fabulation, qui est un lien intrinsèque avec le réel, un va-et-vient nécessaire avec le réel, puisqu'ici, ce sont nos rêves qui viennent nourrir le réel, on pourrait dire en quelque sorte le transformer. Et je pourrais rajouter dans cette idée de transformer le réel une notion d'Isabelle Stengers, qui est cette notion de donner l'appétit des possibles. Alors ici, je vais venir sur la pensée spéculative. La pensée spéculative est telle que nous essayons d'en hériter, tente d'articuler trois gestes. Affirmer l'importance de l'invention de propositions
fonctionnant comme des appâts pour des sentirs, opposés à la logique du probable, la création du possible, démultiplier les perspectives à la fois humaines et non humaines. Je vais respirer et souffler un petit peu. Et ici, voici un peu en résumé des 3 fantômes actifs avec lesquels nous travaillons dans nos ateliers de narration spéculative et qui sont un peu la force motrice de ce qui nous guide pour nos récits de narration spéculative. Dans un premier temps, se défaire des récits anthropocentrés, donc c'est-à-dire que l'homme n'est plus au centre de nos récits, au centre du monde. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes, qu'il n'y a plus d'humains, mais ils n'ont plus une position hiérarchique et ils ne sont plus au centre puisque la scène de nos récits va inclure toute une série d'autres entités qui sont les dieux, les déesses, les animaux, les esprits, les djinns, etc., etc. Je pense que pour avoir une notion très évidente de ce que peut être un récit non anthropocentré, on peut se référer aux extraordinaires films de Miyazaki. Puis nous avons cette notion de lutter contre les probables, et donc ceux qui luttent contre les probables, c'est la fabrication des possibles. Et ici, il est important pour moi de m'arrêter un tout petit peu sur cette notion de possible, qui n'est pas si évidente à cerner, et de ne pas imaginer que pour la narration spéculative, il s'agirait d'être fabricateur de possibles. En fait, on retrouve ça de manière très prégnante chez Whitehead. Impossible n'est pas quelque chose qui se fabrique. C'est pour ça que je n'aime pas l'idée de l'artiste comme créateur de possibles. Impossible est quelque chose qui est déjà contenu dans le réel. Simplement, il est invisibilisé. C'est déjà une version de notre monde, mais qui est minorisée, qui est invisibilisée. Donc, il s'agira de tirer le fil, d'où ce va-et-vient toujours avec le réel. Et donc, d'un côté, on a la notion de probable. Le probable est vraiment tout ce qui se calcule. Donc, il est fort probable que le monde parte à sa perte. Ça, c'est une probabilité. Et ce qui résiste au probable, c'est notre relation au possible et donc la nécessité de venir tirer des fils de possible à l'intérieur du réel pour quelque part les mettre en lumière, pour quelque part les faire ressentir, et les possibles sont vraiment des brèches à l'intérieur des probabilités, du monde des probabilités. Et troisièmement, fabriquer des forces propositionnelles, et donc la nécessité d'incarner et de faire sentir, de donner l'appétit de ces possibles par des incarnations, par des propositions. Et je pense que nous avons une soif terrible de propositions qui est vraiment à cultiver. Il y a ici vraiment une importance de s'obliger à faire proposition. Et je vais passer à une phrase de Donna Haraway. Chercher les éruptions inattendues de vitalité et les pratiques contaminées, balbutiantes, inachevées qui font la vie dans les ruines. Faire exister la force des histoires, faire sentir charnellement combien il importe de savoir quelle histoire raconte les histoires afin de cultiver une pratique de soin et de pensée. Les rôles principaux ne sont pas réservés aux joueurs trop grands,
aux grandes narrations, aux histoires qui invitent à d'étranges paniques apocalyptiques ou à d'encore plus étranges dénonciations désengagées, mais bien aux joueurs, narrations et histoires qui invitent à des pratiques attentives de pensée, d'amour, de rage et de soin. Voilà une phrase qui me tient à cœur de Donna Haraway, que je vais essayer de parcourir avec vous. Et ici, on a vraiment cette idée de brèche, qu'elle qualifie d'irruption inattendue de vitalité. Évidemment, les pratiques sont contaminées, il y a cette idée de ruine, il y a cette idée de probable dévorant, et à l'intérieur de ça, il y a les éruptions inattendues de vitalité, ce qu'on pourrait qualifier de possible. Et ici, elle souligne la nécessité de faire exister la force des histoires, de faire sentir charnellement. Et donc ici, on revient dans cette notion d'incarnation des propositions de vie. De savoir quelle histoire raconte les histoires, évidemment toujours cette notion du comment, cette notion des différentes manières. Il n'y a pas une manière de raconter, il y a des manières de raconter qui ont des conséquences. Les rôles principaux ne sont pas réservés aux joueurs trop grands, alors ici il y a vraiment toujours cette notion du changement d'échelle nécessaire, aux grandes narrations, aux histoires qui invitent à d'étranges paniques apocalyptiques. Et donc encore une fois, les possibles vont passer par des récits minoritaires, à d'encore plus étranges dénonciations désengagées. Ici on revient avec cette notion que la dénonciation, étonnamment, pour Donna Haraway, est plutôt quelque chose de désengagé et non un engagement. Et il s'agit d'inscrire cette volonté de raconter les histoires autrement, cette volonté de mettre en exergue une multitude de possibles comme un acte de soin. Toujours Donna Haraway, à la manière d'un jardinier fou, il doit couper en morceaux, mettre en lambeaux et faire des couches, fabriquer une pile de compost beaucoup plus chaud pour les passés, les présents, les futurs qui sont encore possibles. Et ici, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que nous pouvons être, quand nous faisons nos récits des jardiniers fous, qui allons empiler les strates, qui allons prendre soin en empilant les différentes strates dans un récit, mais aussi cette notion que la spéculation ne va pas simplement modifier ce qu'on pourrait penser le futur ou le présent, mais également le passé, c'est-à-dire que re-raconter autrement ce qui pouvait être dans le passé, ce qui aurait pu être dans le passé, va nous engager vers des nouvelles propositions de vie pour le présent et pour le futur. Et donc, il est vraiment entendre ce geste spéculatif en reconsidérant l'ensemble des temporalités passées, présent, futur. Et pour terminer, je vais reprendre une formule devenue plus ou moins à la mode, en tout cas pour nos niches, staying with the trouble, rester avec le trouble, habiter le trouble. Et évidemment, pour terminer, j'ai envie de spéculer, de m'interroger par rapport à ce qui nous fait penser lors de ce séminaire, c'est-à-dire le rapport au musée,
à l'art. Et donc, il y a cette notion qui me semble très importante et que je pourrais traduire d'une manière différente, qui est une notion qui m'intéresse beaucoup et qui est, qui est quelque chose qui me peuple, c'est-à-dire dans le monde de l'art, de nous considérer comme des cracheurs dans la soupe. Voilà une nouvelle figure que je propose, puisque il me semble que pour illustrer ça, je vais juste vous raconter très brièvement. On a récemment invité un ami, un allié, Olivier Marbeuf, que certains d'entre vous doivent connaître, pour venir présenter son livre à nos étudiants. Et il y avait pour moi, bien que, je le répète, ça soit un allié, mais il y avait pour moi un dissensus, puisque il avait tendance à imaginer que le monde de l'art était un monde automatiquement de résistants, alors qu'il me semble qu'il est important pour moi d'entendre le monde de l'art comme un monde de privilèges, comme un monde qui s'est coupé du soin autour des cultures minoritaires, des cultures populaires. Et donc il est important pour moi de imaginer que le monde de l'art est un monde majoritaire. Et donc pour terminer, bien que bon, j'ai dû aller très très vite et que je n'ai pas pu ressentir, pas pu avoir d'échange avec vous, mais ma manière de spéculer, il me semble qu'il est important d'imaginer que le musée qu'on nous présente toujours comme un espace émancipateur a toujours été aussi un lieu d'exclusion, a toujours été un lieu d'exclusion pour les cultures populaires. Et généralement, on est obligé d'être content quand récemment l'Opéra de Paris travaille avec des, des jeunes danseurs issus de la culture hip-hop, c'est-à-dire 30 ans trop tard. Et donc il y a toujours ce décalage. Il me semble qu'il est important pour nous, dans nos récits, pour moi en tous les cas, de construire urgemment des ponts avec les cultures populaires, puisqu'il y a un dilettement, puisqu'il y a un écart qui continue à se creuser. D'un côté, toute une série de pensées qui parlent à leur place dans les hauts lieux de la culture, et de l'autre côté, il y a un manque de considération énorme de ces cultures qui pourraient venir nourrir notre besoin d'irruption de vitalité. Et donc, j'aime imaginer qu'il y aurait, par exemple, ici, au musée, à Bordeaux, toute une série de programmes avec le Sherman, qui a une très très belle chaîne YouTube où il vient vraiment combler un vide qui est de interroger toute une série de personnes issues des cultures populaires qui ont réussi dans leur discipline, que ce soit le sport, la musique, etc., en leur interrogeant sur leur parcours. C'est une émission où tout le monde a le temps de venir expliquer son parcours, fait d'embûches, de réussite, de stratégie, etc. Alors je suis vraiment tombé amoureux du Sherman et j'aime imaginer qu'il y ait un mois consacré au Sherman dans ce musée où nous sommes aujourd'hui.
Autre collaboration que j'imagine, c'est une collaboration avec le collectif AOLM AZ, qui est un collectif de jeunes juifs et juives décoloniaux. Et là aussi, il me semble qu'il y a de quoi spéculer et imaginer toutes ces pensées minoritaires qui pourraient s'articuler de manière extrêmement différente, avec la nécessité de travailler aujourd'hui, ici et maintenant, avec toute une série de forces vives sur lesquelles il est dramatique que l'on passe à côté. Évidemment, je donne juste quelques exemples, je n'ai pas le temps ici, je préfère ouvrir juste les brèches, évidemment on aurait pu en parler ensemble, et dernièrement, je peux aussi imaginer que le musée inviterait les féministes argentines, un collectif de féministes argentines qui, au moment de la mort de Maradona, se sont étonnés que les féministes occidentales n'ont vu que Maradona par la lorgnette du machisme, du pouvoir, etc., alors que c'est une figure essentielle de la lutte dans le tiers-monde et qu'elles ont crié haut et fort la nécessité pour elles d'être maradoniennes et féministes. Et donc toutes ces façons de s'ouvrir, de cultiver, de prendre soin des cultures populaires ici et maintenant et pas dans 30 ans, quand elles seront beaucoup moins actives, est une manière de spéculer d'autrement. Voilà, il y a toute une série de ramifications qui me tiennent à cœur. J'ai été un peu vite, mais je tenais vraiment à honorer cette invitation. J'espère que dans d'autres temps, on pourra, avec certains d'entre vous, échanger, et que vous aussi vous auriez envie de me titiller. En tout cas, je vous embrasse et je vous remercie. Ciao, ciao.